Je voulais faire une introduction aux matériaux sous Blender. Donc j'ai créé une scène 3D avec une Suzanne et puis j'ai mis un soleil avec une force de 4 histoire d'avoir un éclairage quand je passe en mode rendered. Donc je sélectionne ma Suzanne et puis ce que je vois dans l'onglet des matériaux, c'est une fenêtre ici dans laquelle je vais pouvoir créer les matériaux que je vais attribuer à cet objet. Donc si je clique sur plus ici, ça va créer un slot, c'est-à-dire un emplacement dans lequel je peux aller chercher les matériaux existants dans ce fichier, ou bien je clique sur New pour créer un matériel complètement nouveau. Donc c'est ce que je fais. Et ici, dans ma fenêtre des matériaux, donc le Shader Editor, que je peux aller chercher avec le menu déroulant ou en faisant des Shift F3 successifs, je me retrouve par défaut avec un Principal BSDF et un Material Output. Donc le Material Output, lui, il arrive toujours en aval de la chaîne de nodes que je vais créer. Et le Principal BSDF, en fait, c'est un node qui est relativement récent, qui fait en fait la combinaison de plusieurs nodes. Donc pour l'explication des matériaux, c'est peut-être pas la meilleure chose de rentrer en détail dans l'utilisation du Principal BSDF. Je vais plutôt passer par des combinaisons de nodes assez simples. Mais pour l'instant, ce que je peux quand même faire, c'est cliquer ici sur ce pavé de couleur pour attribuer une couleur à ma Suzanne. Alors ici, dans la vue 3D, je vais cliquer sur Z pour changer, passer en mode rendered, ou bien je peux aussi cliquer sur les icônes ici pour passer d'un mode d'affichage à l'autre. Donc je choisis la 4e sphère qui est le mode rendered. Donc ici, ce que j'ai vu, c'est que en cliquant sur le pavé couleur, j'ai accès à cette palette. Et là, j'ai 3 modes de désignation de la couleur, soit RGB, et là, je joue avec des ratios de rouge, vert, bleu, et puis j'ai aussi la valeur alpha pour faire la transparence. J'ai le mode HSV, donc Hue Saturation Value, qui me permet de jouer sur la teinte, sa saturation et la valeur. Et puis j'ai la manière hexadécimale, donc si jamais je dispose de la valeur hexadécimale d'une couleur, je peux la rentrer ici. Donc à partir de là, je peux créer d'autres matériaux. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je clique sur plus pour créer un nouveau slot, un nouvel emplacement. Et là, de la même manière, soit je vais chercher un matériau déjà existant dans mon fichier, soit j'en crée un nouveau en cliquant sur New. Et cette fois, ce que je vais faire pour ce deuxième matériau, c'est aller chercher une couleur bleue. Et je vais rentrer en mode Edit, sélectionner des faces de ma Suzanne. Ici, sélectionner mon second matériau et cliquer sur Assign. Et de cette manière-là, je peux attribuer à ma Suzanne, pour ces faces sélectionnées, ce second matériau. Donc à chaque face de mon objet, je peux attribuer un matériau. Ce qui ne veut pas dire que si je veux faire un objet multicolore, j'ai besoin d'attribuer à chaque face un matériau différent. Je peux très bien faire un objet multicolore avec un seul matériau en jouant avec des masques de couleurs, en projetant une texture, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est seulement travailler avec un seul matériau et je vais donc supprimer ce second que je viens de créer. Alors au passage, ce qu'on peut noter, c'est que dans ma liste de matériaux, je vais avoir des matériaux avec des préfixes F, d'autres sans préfixe et enfin d'autres avec un préfixe 0. Alors qu'est-ce que ça signifie? Les matériaux avec un préfixe 0 sont des matériaux qui ne sont attribués à aucun objet de mon fichier. Et si jamais je ferme mon fichier et que je le réouvre, ces matériaux auront disparu parce qu'ils n'ont aucun utilisateur. Les matériaux avec un F en préfixe sont des matériaux pour lesquels j'ai pressé la petite icône bouclier. Ce sont des matériaux qui ont un fake user. Ça signifie que même s'ils ne sont utilisés par aucun objet de ma scène, si je ferme et réouvre mon fichier, ces matériaux auront été préservés. Ils ne seront pas supprimés par Blender sous prétexte qu'ils n'ont pas d'utilisateur. Et enfin, j'ai un matériel sans aucun préfixe. Et ça, c'est parce que pour l'instant, ce matériel est assigné à cet objet.
Donc c'est le type de matériel qui sera préservé si je ferme et réouvre mon fichier. Alors il faut noter que ici, dans mon outliner, si je passe en mode Orphan Data, je vais voir toutes les données qui ne sont pas utilisées. Et par exemple ici je vois que ce matériel là 001 n'a aucun utilisateur. Si je clique sur purge et je valide, ça va me faire disparaître ce matériel qui n'a aucun utilisateur et il ne sera plus disponible dans ma liste. Donc voilà ce qu'il en est des slots et de l'attribution de matériel à telle ou telle face. Ce qu'on va voir, c'est là on va se limiter juste à un matériel parce qu'on veut un peu explorer les nodes qui existent et comment ça fonctionne. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est remplacer le Principal BSDF par un node plus simple et je vais utiliser un raccourci, c'est Shift S. Donc à partir de maintenant, je vais utiliser des raccourcis qui sont accessibles avec l'add-on qui s'appelle Node Wrangler, qui est compris dans Blender. Et donc pour remplacer mon Principal BSDF, je vais faire un Shift S et je vais choisir un shader de type Diffuse. Donc les shaders, ils arrivent juste avant le Material Output et c'est eux qui vont définir le type de matériel qui va venir sur la surface de notre objet. Est-ce que c'est un matériel qui est opaque, qui est mat, qui est brillant, qui est transparent, qui est lumineux, etc. Donc pour ce qui est du diffuse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, ça va être un matériel opaque et mat. Alors autre shader assez commun, c'est le shader émission. Et le shader émission, lui, il va émettre de la lumière. Et du coup, je ne vais plus du tout voir d'ombre, contrairement au node diffuse. Autre shader, ça va être le mix shader. Le mix shader, il va me permettre de mélanger plusieurs shaders. Et par exemple, je peux créer un shader de type transparent et le brancher dans l'autre entrée du mix shader. Et du coup, avec le facteur du mix shader, je vais pouvoir passer d'un shader à l'autre. Alors, comme je suis sous le moteur de rendu Eevee, pour avoir de la transparence, je suis obligé d'aller dans les matériaux et sous les settings, sous Blend Mode, je suis obligé de choisir Alpha Blend. Et je peux aussi jouer sur le type d'ombre. Shadow, je vais mettre None. Et donc maintenant, on peut voir la transparence. Donc au fur et à mesure que je fais passer le facteur de 0 à 1, je vais avoir plus ou moins de transparence. 0 renvoyant au premier shader qui est branché et 1 renvoyant au deuxième shader qui est branché. Alors bien sûr, je peux faire des montages assez compliqués. Par exemple, je peux créer un deuxième mix shader ici et rentrer par exemple un shader de type émission ici dans la deuxième entrée de ce deuxième mix shader. Et ensuite, tout va dépendre des réglages de mes divers mix shaders. Et de cette manière-là, je peux vraiment obtenir des mélanges assez complexes. Alors, ce que je peux faire, c'est avoir un contrôle sur ce facteur avec, par exemple, une texture de type noise, par exemple. Si je sors la sortie factor de mon noise et je la rentre dans l'entrée factor de mon mix shader, ce que je peux voir, c'est pour l'instant pas grand-chose. Mais si je bouge un petit peu l'échelle ici, je vois bien qu'il y a des zones qui vont être transparentes et d'autres opaques. Parce que fait le noise texture? Alors je vais faire l'affichage direct du noise texture avec Node Wrangler en faisant un CTRL SHIFT clic gauche. J'ai un affichage direct du node sélectionné. Et là, je peux voir en quoi consiste ce noise texture. Le noise texture, il envoie un signal noir et blanc, du moins pas la sortie factor. Et c'est ce signal noir et blanc qui va être interprété ici dans l'entrée factor. Dans l'entrée factor, le noir va être interprété comme 0, le blanc va être interprété comme 1. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que toutes les zones qui sont noires vont être envoyées au premier node. Toutes les zones qui sont blanches vont être envoyées au second. Et voilà comment je peux créer des zones transparentes et des zones opaques. Pour rendre les choses plus évidentes, je peux créer un converteur color ramp et il va me permettre de modifier les valeurs et en rapprochant les aiguilles, comme ça, je vais augmenter le contraste et du coup faire apparaître de manière plus évidente les zones noires et les zones blanches et donc renforcer la transparence ou l'opacité de mon matériel. Alors supposons maintenant que je veuille créer des tâches
sur la surface de mon objet. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord créer cette chaîne diffuse material output, et puis en amont je vais créer un converteur color ramp, et je vais sélectionner la première aiguille et je vais faire un drag and drop de ma couleur orange de manière à transformer ce noir en orange, et je sélectionne le blanc et là je vais créer une autre couleur, ça peut être un marron par exemple, et je vais brancher le color ramp dans le diffuse. Donc pour l'instant ce qui va s'afficher, ça va être un mélange des deux couleurs, quelque chose d'intermédiaire, et ce que je vais faire, c'est ici en amont créer un texture, noise texture, et brancher le factor dans l'entrée factor du color ramp. Donc cette fois, ce que je vais voir s'afficher, c'est une texture qui va être faite de mes deux couleurs, orange et marron. Et ce que je peux faire, si je rapproche les deux aiguilles, c'est pousser un petit peu le contraste. Alors pour l'instant, là, je n'ai pas de contrôle sur la manière dont va s'afficher la couleur, mes tâches sur mon objet. J'ai juste le moyen de changer l'échelle. Ce que je peux faire, c'est en amont, créer des nodes supplémentaires. Je peux faire un CTRL T en gardant mon noise texture sélectionné, et ça va me créer ces deux nodes. Donc le premier, c'est un texture coordinate que je peux créer par un Shift A input texture coordinate, et mon second, ça va être un mapping que je peux créer avec un Shift A vector mapping. Ce premier node, le texture coordinate, il va me permettre de préciser de quelle manière je veux que ma texture soit appliquée sur mon objet. Le deuxième node, mapping, va me permettre de jouer sur les paramètres de transformation, c'est-à-dire location, rotation, scale. Alors ici, dans le texture coordinate, par défaut, là, c'est le mode generated qui est actif. Alors que permet le mode generated? Je vais dupliquer ma Suzanne, je vais faire un Shift D, je vais la déplacer sur X, et puis en mode edit, je vais tout sélectionner, faire un scale sur Y, et puis aussi un scale sur Z, et je vais obtenir cette forme qui est très étirée sur Z et très raplatie sur Y. Si jamais je vais dans l'onglet Object, et sous Viewport Display, j'active Bounds Box, je peux voir quelles sont les proportions de mon objet. Alors justement, la sortie Generated, elle me permet de prendre en considération les proportions de mon objet, et ma texture va s'appliquer en fonction de ces proportions. Donc mon objet est très étiré sur Z, ça va étirer ma texture sur Z. Il est très raplati sur Y, ça va raplatir ma texture sur Y. Ça, c'est le mode Generated. Le mode UV va prendre en considération le dépliage UV de mon objet. Donc qu'est-ce que c'est que le dépliage UV? Si je rentre en mode Edit et que je sélectionne tout, je vais ouvrir ici une fenêtre UV Editor, et cette fenêtre va m'afficher le dépliage UV, c'est-à-dire la mise à plat en 2 dimensions de mon objet qui est en 3 dimensions. Donc par défaut, toutes mes primitives, c'est-à-dire les cubes, cylindres, Suzanne, etc. de Blender ont un dépliage qui est déjà effectué. Donc ici, je peux voir ce dépliage, et la texture va s'appliquer en fonction de ce dépliage. Donc si jamais je veux changer de dépliage, c'est possible, etc. Tout ça, j'y reviens plus en détail dans un autre tutoriel. Et enfin, j'ai une sortie Object. Donc cette sortie Object, elle va appliquer de manière homogène ma texture sur l'ensemble de mon objet. Donc là, je n'ai pas d'étirement, l'UV n'est pas pris en compte, et la texture est homogène. Si jamais je veux faire par exemple un déplacement de ma texture, à ce moment-là, j'utilise le node mapping. Par exemple, je peux déplacer ma texture sur l'axe X. Alors je rappelle que en maintenant la touche Shift appuyé, je peux être beaucoup plus précis sur la valeur. Si je garde la touche CTRL appuyé, je vais d'unité en unité. Je peux aussi faire une rotation à ma texture avec les valeurs de rotation. Et enfin, avec les valeurs de scale, je peux étirer sur un axe ou sur un autre ma texture. Alors, autre node très commun, c'est le glossy. Donc ce que je vais faire, c'est donc créer un diffuse, et puis en aval, je vais créer un shader, mix shader, qui va me permettre de mélanger ce diffuse
avec un Shift A Shader Glossy. Je branche mon Glossy dans l'autre entrée du Mix Shader et voilà ce que je vois. En fait, c'est mon objet qui devient très réfléchissant. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est faire un clic droit sur mon objet et choisir Shade Smooth de manière à lisser son apparence. Et je vais aussi lui attribuer des faces supplémentaires, des faces virtuelles supplémentaires avec un CTRL 2 de manière ici à lui attribuer un modifier Subdivision. Et là, comme ça, on voit plus facilement l'effet de notre glossy. Alors là, je suis en mode rendered. Donc pour l'instant, si je me mets à 100% glossy, et je vais réduire la valeur roughness de manière à ce que mon objet soit très réfléchissant, je vais pas voir grand chose parce que je n'ai qu'une seule lampe dans ma vue 3D et je n'ai rien à refléter à part un fond gris. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est plutôt passer en mode Material Preview. Et là, dans le mode Material Preview, par défaut, j'ai une série d'images HDRI, c'est-à-dire des images qui viennent en fond et qui vont venir se refléter sur mon objet. Donc ça, c'est parfait pour tester ce genre d'objet réfléchissant. Donc je vais encore baisser peut-être la valeur roughness. Et donc, voilà ce que j'obtiens avec le node glossy. Alors, je vais un petit peu baisser mon glossy parce que je ne veux pas faire du métal, je veux faire du plastique par exemple. Ce qui peut être utile dans ce cas-là, c'est utiliser un input de type layer weight et brancher la sortie facing de ce layer weight dans l'entrée factor du mix shader. Et ça va me permettre de renvoyer sur toutes les faces qui sont perpendiculaires à notre vue mon effet glossy. Donc je vais baisser un petit peu la valeur blend de mon layer weight et voilà ce que ça donne. Donc ça donne quelque chose d'assez réaliste. Et là, je vais jouer sur la valeur roughness. Je peux la descendre de manière à créer un plastique très réfléchissant. Autre node utile à savoir et très commun, c'est un node de type vector, par exemple le node bump. Le node bump, il va me permettre de créer un relief fictif sur mon objet. Donc par exemple, je vais créer en amont de mon node bump un node de type texture, noise texture. Je vais brancher la sortie factor dans l'entrée height du bump et je vais brancher la sortie normale de mon bump dans les entrées normales de mon diffuse et de mon glossy. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un relief, mais ce relief est complètement fictif. C'est-à-dire que la topologie de mon objet n'est pas du tout affectée et j'ai l'illusion d'un relief sur la surface de mon objet. Mais en fait, si je regarde bien, la silhouette ne change pas du tout. Donc ça me permet de créer un faux relief de manière très économique. Ça n'alourdit pas beaucoup mon fichier. Et bien sûr, je peux jouer sur l'intensité de ce relief et son échelle. Et en amont, tout comme tout à l'heure, je peux créer un Shift A Input Texture Coordinate et un Shift A Vector Mapping de manière à avoir plus de contrôle sur la disposition de cette texture sur la surface de mon objet. Donc là, je vais rentrer la sortie vector de mon mapping dans l'entrée vector de mon noise texture. Et là, je vais choisir le type de projection que je veux. Donc je vais choisir Object pour avoir une projection homogène sur tous les axes. Et ensuite, avec le node Mapping, je peux choisir de déplacer sur l'axe X ou Y ma texture ou bien faire un étirement sur tel ou tel axe. Pour ce qui est des images de type photo, illustration, etc. qu'on souhaite appliquer sur la surface de notre objet, on va passer par une texture de type image texture. On va chercher notre image et on va brancher ça par exemple dans un diffuse. Et par défaut, ça va utiliser le dépliage UV de notre objet. Et j'en parle plus en détail dans d'autres tutoriels. Alors pour en revenir au Principal BSDF qu'on a par défaut quand on crée un nouveau matériel, comment fonctionne-t-il? Alors là j'ai un diffuse BSDF, je vais le transformer avec Shift S en shader Principal BSDF. Et un Principal BSDF en fait c'est comme une combinaison préfabriquée de nodes existants. Par exemple j'ai une valeur roughness ici. Si je la fais varier,
ça va marcher comme si je faisais une combinaison entre un diffuse et un glossy dans un mix shader. Et par exemple, en amont, je peux créer un texture de type noise, et puis ensuite un converteur de type color ramp. Je vais brancher cela dans l'entrée roughness, et ça va venir me permettre de varier la réflectivité sur la surface de mon objet. Plus bas, j'ai par exemple des valeurs emission, et ça va me permettre de rendre mon objet lumineux, etc. Ce qui ne m'empêche pas de pouvoir aussi combiner ce Principal BSDF avec d'autres nodes, etc. Pour finir, quelles sont les différentes catégories de nodes? Donc si je presse Shift A, j'ai d'abord affaire aux inputs. Les inputs, ils me permettent de déterminer de quelle manière va venir s'appliquer ma texture sur la surface de mon objet. Il y a par exemple le texture coordinate qu'on a vu ou le layer weight. J'ai ensuite les outputs, dont le material output qui vient en fin de chaîne. J'ai les shaders, donc les shaders ils viennent juste avant le material output et c'est eux qui déterminent quel est le type de matériel, si c'est un matériel qui est opaque, transparent, réfléchissant, lumineux, translucent, etc. Et j'ai aussi le mix shader qui me permet de faire des mix entre ces différents shaders. J'ai les nodes de type texture, que ces textures soient procédurales, c'est-à-dire calculées par l'ordinateur, comme le noise texture qu'on a vu, ou le Voronoi, le Musgrave, et aussi l'image texture qui par contre là est une texture qu'on va venir importer comme une photo, un dessin. J'ai les nodes de type color qui principalement sont comme des filtres Photoshop, c'est-à-dire qu'ils vont me permettre de redéfinir, de traiter les couleurs de mes nodes. Et j'ai aussi le mix RGB qui me permet de mixer deux couleurs, deux images. J'ai ensuite les nodes de type vector qui vont me permettre notamment de créer des reliefs sur la surface de mon objet ou bien de traiter avec le node mapping les transformations, les données de transformation qui arrivent en amont. J'ai les nodes de type converteur qui, placés entre deux nodes, vont permettre de transformer les données, par exemple un node matte ou bien un RGB to black and white, ou bien le color ramp qu'on a vu, qu'on pourrait attendre plutôt dans les nodes color parce que il peut me permettre de traiter la couleur, mais par défaut c'est un node en noir et blanc qui me permet de traiter un signal de 0 à 1. J'ai le node de script, j'ai la possibilité de créer des groupes, c'est-à-dire en fait de regrouper plusieurs nodes dans un seul groupe, ce qui va me permettre de partager un même groupe dans plusieurs matériaux, ce qui peut vraiment être pratique. Et enfin, les layouts, les frames de manière à regrouper mes nodes, et puis reroute qui me permet de créer des embranchements dans mes fils entre mes nodes. Voilà, et bien merci pour votre attention.